Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2641 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 28 octobre avec des anniversaires. On peut voir par exemple que le défenseur gauche Marcos Acuna, défenseur argentin, il a gagné la Coupe du Monde il y a quelques mois contre l'équipe de France. Donc il fête aujourd'hui ses 32 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir vendredi dans les gros championnats en Europe et on commence tout d'abord en France avec le match entre Clermont et l'équipe de Nice et c'est Nice qui s'est imposé grâce à Boudaoui. Donc le joueur algérien a été buteur à la 74e minute de jeu. Et du coup, Nice prend la tête du championnat. C'est que Nice, les gars, ils sont en train de réaliser un énorme début de saison. Toujours invaincu quand même. C'est la seule équipe française qui n'a toujours pas perdu cette saison en championnat. Donc les statistiques de la rencontre. Donc Nice a eu un peu plus de possession de balle, un peu plus de tirs, un peu plus de tirs cadrés, un peu plus de tout par rapport à cette équipe de Clermont. Clermont, n'oubliez pas, ils avaient gagné 2-1 leur dernier match du côté de Lyon. Mais là, ça a été trop compliqué pour eux. Défaite 1-0 contre Nice. Et c'est vrai que c'est l'habitude du minimum pour Nice, parce que cette victoire 1-0, c'est simple, il reste sur 3 fois 1-0, les 3 derniers matchs ils ont gagné 1-0, c'est vrai que c'est pas beaucoup de buts inscrits, mais si tu regardes le bilan, ça fait 9 points avec seulement 3 buts inscrits sur leurs 3 dernières rencontres, et donc voilà, ils gagnent peut-être pas avec des gros scores, mais bien sûr au classement, ils prennent beaucoup de points, et Nice est actuellement leader de la Ligue 1, donc 22 points pris en 10 matchs, donc meilleure défense d'Europe, on parle même pas qu'en France et en Europe, donc les travaux de Farioli, 34 ans, sont remarquables, c'est vrai que regardez les gars, ce début de saison quand même incroyable de l'OGC Nice. Donc Nice a battu comme l'équipe de Marseille, ils ont battu l'équipe de Monaco, ils ont battu le Paris Saint-Germain au PSG. Après ils ont concédé quelques matchs nuls, on peut voir. Donc les hommes de Farioli sont toujours invaincus et provisoirement leaders de la Ligue 1. Donc voilà, que dire les gars, c'est qu'ils font un gros début de saison. C'est qu'ils avaient commencé en plus avec 3 matchs nuls lors des 3 premières journées, puis après ils ont commencé à gagner et surtout ils perdent pas. Voilà, donc rien à dire. C'est l'équipe en forme actuellement du côté du championnat français et nous sommes actuellement maintenant, c'est même plus le 27, maintenant le 28 octobre et le l'OGC Nice est toujours invaincu en championnat. C'est la seule équipe qui n'a toujours pas goûté à la défaite cette saison. En 10 matchs aussi, cette saison en Ligue 1, donc Nice n'a toujours pas été mené au score cette saison, ça aussi, ils auraient pu peut-être être menés puis gagner le match à la fin du compte. Non les gars, ils n'ont pas été menés une seconde depuis le début de la saison. Donc le trio Bulka, donc le gardien, Todibo et Dante, il en est pour beaucoup, vu que c'est la défense, et on sait que la défense, c'est la meilleure défense actuellement en Europe. Donc bien sûr, c'est une défense très solide du côté de l'OGC Nice. Et par exemple, Jean-Claire Todibo, qu'on parlait juste avant, puisqu'il a fait une nouvelle coupe de cheveux, il a tout coupé. Bref, donc une belle note de 7 sur 10. Donc il a été à l'origine du seul but de la rencontre pour une ouverture lumineuse pour Jérémy Boga. Tchèque Oumar Konaté, donc un joueur lui de Clermont, il a eu du mal avec une note de 3 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et c'est vrai que Nice aurait pu peut-être gagner 2-0 le match parce qu'ils ont eu un penalty mais complètement raté par Gaëtan Laborde qui n'a même pas du tout cadré, il a tiré au-dessus son tir au but. Du coup, ça donne quoi au classement? Nice, j'ai dit avec ce match en avance et cette victoire, Nice repasse devant le voisin de l'AS Monaco, 22 points pour Nice. Monaco, ça a 20 points, donc si Monaco s'impose ce week-end, ils reprendront la tête de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, 18 points, donc même si le PSG s'impose ce week-end, donc le PSG joue demain à 13h du côté de Brest, donc le PSG sera toujours derrière l'équipe de Nice. Donc l'équipe de Lille à la 4e position, Marseille 8e, ou par exemple Lyon, toujours bon dernier bien sûr de cette Ligue 1. Le programme aujourd'hui en ce samedi du côté de la Ligue 1, Reims contre l'équipe de Lorient et Lens contre Nantes ce soir à 21h. On peut voir aussi une journée de Ligue 2 avec Bordeaux-Rodez à 15h, puis après le multiplex à 19h. On parlera bien sûr de tous ces résultats plus tard. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre parce qu'il y avait une rencontre hier entre Tottenham, surprenant leader, il se déplaçait pas très loin vu Crystal Palace est également dans la ville de Londres. Et du coup, ce qui est bien pour Tottenham, c'est qu'ils se sont de nouveau imposés. Donc 2-1, donc Ward, buteur contre son camp et un but de Hugminson contre un but de Jordan Ayew en toute fin de match. Et voilà, Tottenham du coup prend 3 nouveaux points dans ce classement de Première Ligue. Bon, j'ai pas vu le match, mais on peut voir qu'ils ont eu beaucoup de possession, 76% de possession de balle, mais ils n'ont pas beaucoup tiré l'équipe de Tottenham. Enfin, ils ont fait quand même 10 tirs, mais seulement une frappe cadrée, ils ont marqué 2 buts parce qu'il y a eu un but contre son camp. La seule frappe cadrée, ça a été le but de Hugminson, sinon il n'y a eu que des frappes hors cadre. Donc pourtant Crystal Palace a plus tiré, 13 tirs, 3 tirs cadrés, mais ils ont été moins efficaces que l'équipe de Tottenham qui s'en sort très bien en plus avec la victoire. Donc parfait pour eux, bien sûr, ils prennent ces 3 points. Et Tottenham marche actuellement sur la Première Ligue, 8 victoires, 2 matchs nuls et toujours aucune défaite. On parlait de Nice qui n'avait toujours pas perdu en Ligue 1. Tottenham, c'est la même chose, mais en Première Ligue, le plus gros championnat au monde. Donc les Spurs sont premiers du championnat avec provisoirement 5 points d'avance sur le deuxième qui est Manchester City. Bon, City va jouer ce week-end. Mais voilà, ils mettent la pression comme sur City, sur Arsenal, sur les équipes qui suivent tout simplement. L'équipe de Tottenham, et c'est vrai que la série est folle actuellement du côté des Spurs. Les gars, ils ont pris quand même
26 points sur 30 possibles. Ils ont lâché seulement que 4 points. Donc voilà, un nul contre Arsenal, un nul contre Brentford lors de la première journée. Sinon que des victoires. Ils ont gagné comme contre Liverpool, contre Manchester United. Voilà, donc voilà, ils ont quand même gagné des gros morceaux. Et avec l'arrivée d'Ange Postecoglou, cette équipe renaît totalement. Et pourtant Harry Kane n'est plus là. On a l'impression que c'est Harry Kane le genre où ça n'allait pas. Pourtant c'était lui qui marquait but sur but les années précédentes, mais depuis son départ on annonçait voilà, Tottenham au fond du trou, tout ça avec le départ d'Harry Kane, mais pas du tout, les gars ils sont premiers actuellement. Et surprenant cette équipe des Spurs. Sur là quelques photos aussi du match d'hier où se sont imposés jeudi 2-1 du côté de Crystal Palace, en parlant d'Hugminson, l'unique buteur côté Tottenham, vu que l'autre but a été inscrit contre son camp. Donc c'est déjà son 8e but en 10 matchs de Premier League pour Hugminson cette saison. Donc il est 2e meilleur buteur du championnat derrière Haaland, je crois qu'il y a 9 buts à Haaland. Donc voilà, Hugminson en train, comme souvent les gars, de nous faire un gros début de saison. On parle beaucoup de Hugminson, de James Maddison, tout ça, mais il ne faut pas oublier aussi ces deux joueurs, personne n'en parle. Alors on va le faire, le niveau de Pape Matar Sarr et Yves Bissouma cette saison avec Tottenham est très fort. Donc le duo du milieu de terrain est toujours invaincu cette saison. C'est que ces deux-là au milieu de terrain, les gars, sont très très costauds. On parle beaucoup de l'attaque, des attaquants, tout ça. Mais il faut oublier qu'il y a aussi un milieu de terrain, une défense, un gardien, un milieu. Avec ces deux-là, les gars, c'est très performant avec ces deux joueurs. On va parler aussi de Rodrigo Bentancur. Donc il a joué hier, il a surtout fait sa première apparition. Il est rentré en cours de jeu depuis sa déchirure du ligament croisé antérieur en février. Il était blessé en février dernier. Donc voilà, quasiment 8 mois d'indisponibilité, bien sûr, vu que rupture ligament croisé, enfin déchirure, là je pense que c'est la même chose, déchirure, rupture. Donc voilà, il a pu rejouer hier et ça fait toujours plaisir quand un joueur bien sûr reprend la compétition, surtout après beaucoup de mois d'absence. Et toujours avec cette équipe de Tottenham, donc ils préparent très bien sûr le prochain match, parce que le prochain match les gars, ils affronteront les Red Devils dimanche prochain. Donc voilà, concernant cette équipe de Tottenham. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc Tottenham 26 points, Manchester City 21 points, Arsenal 21 points et Liverpool 20 points. C'est pour ça que Tottenham leur a mis quand même un gros coup de pression. Il n'y aura pas le choix pour City et Arsenal pour garder contact avec Tottenham. Il va falloir s'imposer ce week-end. Le programme aujourd'hui du côté de la Première Ligue, ça fait 4 rencontres. Donc Chelsea-Brentford à 13h30. Il y aura Arsenal-Sheffield United à 16h. Un Sheffield qui est bon dernier. Il reste, je crois, que sur des défaites. Bournemouth-Burnley et Wolverhampton contre l'équipe de Newcastle. Donc ça, c'est les matchs du jour. Donc il y aura également, bien sûr, des matchs demain. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va parler du surprenant Girona. C'est qu'il y a à chaque fois des équipes surprenantes dans chaque ligue. On en parlera tout à l'heure. Mais Girona, les gars, ils sont en train de réaliser un énorme début de saison. Ils jouaient contre le Celta. Ils se sont imposés 1-0 hier. En plus, un but inscrit en toute fin de match, 91e minute, ils ont inscrit l'unique but du match grâce à Herrera, et du coup ça fait 3 nouveaux points pour l'équipe de Girona. Donc les stats de la partie, 12 tirs, 2 tirs cadrés comme le Celta Vigo, mais ils ont été plus efficaces tout simplement, l'équipe de Girona du coup qui prend 3 nouveaux points. Et gros respect à Girona qui réalise un début de saison incroyable. Donc Girona, pour placer sur une carte en Espagne, vous regardez Barcelone où c'est, et c'est juste à 100 km dans le nord par rapport à Barcelone. C'est le long de la côte, on peut dire. Donc voilà, c'est un club catalan. Et en plus, tiens, d'ici quelques matchs, les gars, il y aura le derby entre Girona et le FC Barcelone. Bref, pour revenir sur eux, pour vous dire qu'il faut un gros début de saison, 9 victoires en 11 matchs. Donc un match nul et une défaite. Mais vous avez perdu à domicile, ils avaient pris un 3-0 contre le Real Madrid. Mais voilà, les stats sont quand même magnifiques, bien sûr, pour cette équipe de Girona. Donc Girona est leader, j'ai dit. Ils sont aussi la meilleure attaque du championnat de Liga avec 25 buts inscrits. C'est ça qui marque beaucoup de buts. Bon, hier, ils n'en ont pas marqué beaucoup, mais actuellement, c'est eux les meilleurs en termes d'efficacité, enfin en termes de buts inscrits, vu que c'est la meilleure attaque. Et du coup, le classement, Girona en tête. Girona a 3 points d'avance sur le Real Madrid. Donc, ce qui veut dire que le Real Madrid, s'ils veulent retrouver leur place de leader, ils n'auront pas le choix. Le Real devra s'imposer absolument aujourd'hui du côté de Barcelone. Sinon, Girona, si c'est un nul, Girona sera en tête après cette 11e journée de Liga. Donc, le Barça à la 3e position et l'Atlético 4e. Bien sûr, aujourd'hui, vous savez le gros match qu'il y a, le Barça contre le Real Madrid, qu'on parlera tout à l'heure. Et du coup, le programme en Liga, je vous parle de chaque ligue et le programme du jour. Donc Almeria, Las Palmas, Barça, Real Madrid, 16h15. On va en parler là dans quelques minutes. Mallorca contre Retafe et Cadix contre le FC Séville. Du côté de l'Allemagne, il y avait une rencontre hier. Bochum contre Mayence, score final de partout. Voilà, on peut voir les stats. Pareil, 10 tirs, 4 tirs cadrés. Et du coup, le score est plutôt logique, ceux de partout. Le programme aujourd'hui, on peut voir que le Bayern jouera contre Darmstadt avec le retour de Manuel Neuer. On en parlera aussi tout à l'heure. Leipzig contre Cologne. Union Berlin, qui est sur 9 défaites d'affilée, se déplace du côté du Werder de Brême. Donc voilà le programme du côté de l'Allemagne. Du côté de l'Italie, il y avait un match hier, Renoa contre la Salernitana. Et c'est le Renoa qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. 3 rencontres aujourd'hui. Sassuolo Bologne à 15h,
18h, Lecce Torino et la Juventus contre Hellas Vérone. Ça sera ce soir à 20h45. Concernant les autres équipes, l'Inter, l'AC Milan, tout ça, ça jouera demain dimanche. On prend rapidement la direction de l'Arabie Saoudite parce qu'il y avait un gros match entre l'équipe de Al Hilal et l'équipe de Al Ahly. Deux équipes qui ont beaucoup recruté, par exemple Al Hilal, Neymar, Mitrovic, Koulibaly, voilà tous ces joueurs-là. Et Al Ahly, donc il y a Riyad Mahrez, il y a Lanza Maximin, il y a Roberto Firmino. Donc voilà, c'est un gros match. Et c'est Al Hilal qui s'est imposé 3-1. A noter que Milinkovic a été buteur sur une passe D de Kalidou Koulibaly, un défenseur sénégalais. Mitrovic a loupé un penalty, mais il a été buteur quelques minutes après. Mitrovic et Ibanez, donc une nouvelle recrue de Al Ahly, a marqué un but contre son camp. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but contre son camp où il veut la remettre à Edouard Mendy, mais pas assez de précision et du coup le ballon file au fond des filets. Et du coup belle victoire de Al Hilal. On peut voir les statistiques de la partie. Mitrovic encore buteur. Je crois c'est quasiment l'un des meilleurs buteurs derrière peut-être Ronaldo. Il marque beaucoup de buts Mitrovic en plus ces derniers temps. Je crois qu'il marque match après match. Il marque des buts. Et du coup Al Hilal avec cette victoire, ils sont en train de creuser l'écart par rapport au deuxième. Al Hilal, les gars, ça a 29 points. Le deuxième, ça a 24 points. Donc il y a déjà 5 points d'écart entre le premier et le deuxième qui est Al Tawoun avec le même nombre de matchs joués, 11. Après, il y a Al Fateh qui a la troisième position. Al Nasser, l'équipe de CR7, 22 points. Ils ont déjà 7 points de retard sur Al Hilal, comme l'équipe de CR7. Et Al Ahly qui s'est incliné également, 7 points de retard. Et Al Ittihad, 8 points de retard, l'équipe de Benzema sur l'équipe de Al Hilal. Donc voilà, il commence à avoir un creux quand même dans ce championnat saoudien. On revient en France, les gars, on va parler, enfin c'est en Norvège, mais voilà, l'équipe de France féminine qui joue un match de Ligue des Nations hier soir. C'est du côté de la Norvège et les Françaises se sont imposées 2-1, donc on les félicite. Elles ont gagné déjà leurs 2 premiers matchs, puis là elles ont gagné leur 3e. Donc pour l'instant c'est carton plein tout simplement pour les joueuses de Hervé Renard. Il y avait aussi l'Espagne qui jouait, c'était contre l'Italie. Et pour ce retour avec la sélection espagnole, Jennifer Hermoso, qu'on a beaucoup parlé, souvenez-vous avec le bisou de Luis Rubiales qui a démissionné depuis. Donc elles ont gagné 1-0 et celle qui a été buteuse, Jennifer Hermoso, a marqué le but vainqueur de son équipe face à l'Italie, 1-0. C'était en Ligue des Nations et c'était également hier soir. On continue, on revient les gars sur les gros championnats. J'ai dit qu'il y a des équipes un peu surprises comme Leverkusen, leader de la Bundesliga, Tottenham, leader de Première Ligue, Girona, leader de la Liga et Nice, leader de la Ligue 1. Qui l'aurait dit après 10 matchs que ces 4 équipes-là auraient été en tête de leur championnat respectif, pas beaucoup de personnes. C'est vrai qu'actuellement il y a des grosses surprises. Après, est-ce qu'elles vont tenir donc des équipes peut-être Leverkusen, il y a moyen vraiment peut-être de pourquoi pas gêner le Bayern. Après Tottenham, je ne les vois pas tenir. La même chose pour Girona, il y a un moment où les gars sera un peu plus compliqué. Nice, il y a peut-être moyen d'accrocher le podium, mais voilà, il y en a je pense qui vont s'effondrer, surtout je vois bien Tottenham et Girona s'effondrer avant bien sûr la fin de la saison, parce que c'est très long de saison, on est seulement à un tiers de cette saison. On continue les gars, donc tout à l'heure j'ai montré les affiches du jour, n'oubliez pas qu'il y a aussi des gros matchs les gars, donc Barça Real Madrid, PSV Ajax, l'Ajax on sent en difficulté. Demain il y aura Inter AS Roma avec le retour de Lukaku du côté de l'Inter. Il va être certainement sifflé Lukaku. Donc Manchester United, Manchester City demain aussi au programme, Naples, AC Milan et OMOL. Voilà, c'est le gros week-end football, donc on va se régaler. Mais nous on va commencer à parler de ce Barça Real Madrid. C'est jour de Classico, attention l'horaire 16h15. Pourquoi 16h15? C'est certainement pour que tout le monde puisse regarder ce match, parce que s'il est par exemple à 21h, par exemple le marché asiatique, il ne pourra peut-être pas regarder le match parce qu'il sera à 2 ou 3h du matin, donc c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils le mettent à 16h15, pour que, vu que c'est plus le match le plus suivi au monde à chaque fois entre deux clubs, Barça Real Madrid, c'est pour que aux États-Unis, en Chine, au Japon, tout ça, enfin tout le monde puisse regarder bien sûr cette rencontre. Donc voilà pourquoi c'est à 16h15. Donc c'est toujours un match spécial bien sûr, Barça Real Madrid, et c'est aujourd'hui, c'est du côté du stade Montjuïc, bien évidemment, le stade est à guichet fermé, les places ont été quasiment doublées le prix par rapport à un match normal on peut dire, et officiel le groupe du Real Madrid pour le Classico concernant Jude Bellingham qui était sorti sur blessure lors du dernier match contre Braga. Il est bien présent Bellingham, et Arda Güler lui toujours forfait, malgré qu'il a 100% il peut jouer mais pas de risque pris, il reviendra la semaine prochaine, le jeune turc. Donc le 11 que Madrid pour aligner aujourd'hui avec Kepa au but, Mendy les gars. Après c'est seulement une compo probable, je suis pas Ancelotti, moi je relaye ce que a mis Marca. Donc Mendy pourrait commencer défenseur gauche, ce qui veut dire que Fran Garçon, même Eduardo Camavinga qui était pourtant annoncé défenseur gauche, pourrait être sur le banc. Donc à la barre Rudiger, Carvajal, à milieu à 4, Tchouaméni, Valverde, Bellingham et Toni Kroos. Kroos pourrait commencer également titulaire, vu qu'il était plutôt pensé sur le banc, plutôt Camavinga à sa place, et Rodrigo et Vini Junior. Donc voilà,
peut-être le 11 du Real Madrid pour affronter cette équipe du FC Barcelone. Du côté du Barça, lors du dernier entraînement qui a eu lieu hier, aujourd'hui pas entraînement vu qu'il y a un match, bien sûr, Lewandowski, Pedri, De Jong, Koundé, Rafinha se sont entraînés avec le groupe du Barça hier, vendredi. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de blessés. Il y en a plein qui ont repris l'entraînement hier. Après, est-ce qu'ils vont jouer? Je ne sais pas. Il y en a, je pense que c'est quasiment sûr qu'ils ne seront pas là, comme Koundé ou même Pedri. J'ai pas vu encore le groupe du Barça, mais je pense pas qu'ils reviendront. Koundé, normalement, il a annoncé le 12 novembre prochain son retour, donc il peut pas revenir. Mais bon, il s'est entraîné, il a pu peut-être faire quelques courses, tout ça. Donc un jour avant le Classico, ils pourraient tous prétendre être dans le groupe, bien sûr, avec s'est entraîné. Mais je pense pas que tous seront dans le groupe du Barça pour le match. Donc voilà, Pedri qui fait son retour, les gars. Mais Pedri fait son retour à l'entraînement, mais bon, il ne devrait pas jouer. Et Pedri devrait certainement rater son 4e Classico consécutif en compétition officielle. La dernière fois qu'il a affronté le Real Madrid hors match amical, c'était en finale de la Super Coupe d'Espagne, c'était en tout début d'année, c'était janvier 2023. Victoire 3-1 du Barça, il avait même inscrit un but ce jour-là. Et depuis, il y a eu pas mal d'autres classicos qui ont été joués et il n'a joué aucun, parce qu'à chaque fois il a été blessé, il devrait louper son 4e classico d'affilée, le joueur Pedri. Toujours sur ce match cet après-midi, donc le Barça promet un tifo légendaire pour le classico de cet après-midi. Le club Blaugrana recommande donc à tous ses supporters de se rendre suffisamment tôt au stade pour pouvoir l'exécuter à la perfection. La devise qui sera déployée par les fans sera une surprise parce qu'il y aura le tifo. Mais qu'est-ce qui sera inscrit? Est-ce que Forza Barça, un truc catalan? On ne sait pas. On ne sait pas encore ce qui sera inscrit. Ça sera une surprise. Mais voilà, il y aura un magnifique tifo normalement du côté du stade Montjuïc. Toujours avec Barça Real Madrid. On continue bien sûr sur cette grosse rencontre. Donc le Barça, c'est 100 victoires. C'est 52 matchs nuls. C'est 415 buts inscrits. On peut voir que le Real Madrid, 2 victoires de plus dans l'histoire, on peut dire, des classicos. Donc voilà, ça ne se joue à rien pratiquement entre le Barça et le Real Madrid. Concernant les meilleurs buteurs des classicos, c'est toujours Léo Messi, qui n'est plus du côté du Barça, ni Ronaldo. De toute façon, il n'y en a plus aucun là. Dans le top 5, il n'y en a plus un qui joue encore en activité dans une de ces deux équipes-là. Mais on peut voir les meilleurs buteurs des classicos. Gundogan revient sur le cas Vini Junior. Donc quelqu'un peut interpréter les actions de Vini Junior comme une provocation, mais pour moi, honnêtement, elles ne le sont pas. Évidemment, il sait déjà qu'il... s'il fait ces choses, ils le siffleront, mais peut-être qu'il aime être sifflé, je ne sais pas. Donc voilà, on sait que le style de jeu un peu provocateur de Vini Junior pour Gundogan, c'est pas de la provocation, c'est tout simplement son style de jeu. Et toujours avec ce classico, et ce sera la première fois de l'histoire des classicos qu'il n'y aura pas un numéro 10 du côté du Barça, ni un numéro 9 du côté du Real Madrid. Vu que les deux numéros sont libres, on sait, dans ces deux équipes, vu que Messi, l'ancien 10 qui était fatigué, il a quitté le club pour aller à Brighton, et Benzema, le 9, l'ancien 9, le numéro est toujours dispo du côté du Real Madrid. Et toujours, rien à voir avec le Classico, une petite info concernant le Barça. Le Barça devra avoir un 3e maillot de cette couleur pour la saison prochaine, un maillot de couleur jaune ou vert, je ne sais pas trop c'est quoi, mais voilà, ça devrait être ça, le futur 3e maillot du Barça. Donc là, on parle bien sûr de la saison future. Voilà ce qu'il y a à dire sur la page Classico maintenant. Je vous ferai aussi ceux qui veulent sur ma chaîne Barça et Real Madrid, les gars. L'avant-match avec toutes les déclarations, soit de Xavi, soit de Carlo Ancelotti, bien sûr, avant cette rencontre cet après-midi. On continue, on va parler d'Hakimi qui s'est pointé au concert du rappeur et de son ami Mourad qui est en concert. Moi, je ne sais pas où, mais Hakimi lui a fait une petite surprise hier en montant sur scène avec lui. CR7 a eu le droit à son face-à-face avec Francis Ngannou il y a quelques mois et a également eu le droit à son face-à-face avec Tyson Fury en vue du combat de ce soir en Arabie Saoudite, parce que ce soir il y a un grand combat. Moi je suis pas trop la boxe, je pense pas que c'est de la boxe, je crois plutôt c'est de la MMA, bref, donc c'était de la boxe anglaise, je sais pas, bref, donc voilà, Ronaldo avec Tyson Fury et Ronaldo avec Ngannou. Les deux vont s'affronter ce soir pour un grand match bien sûr de combat, on peut dire. Je crois que le favori, ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, reste Tyson Fury. Tyson Fury, désolé, bien sûr. On continue les gars avec quelques infos mercato. Donc le RB Leipzig a contacté Nantes et s'est renseigné sur Quentin Merlin. Visiblement le club allemand observe attentivement la Ligue 1. Voilà, donc Leipzig, on sait, ils adorent chercher un peu des pépites. Ils ont pris Openda, ils ont pris Xavi Simons, ils ont pris Lukeba. Il y a plein de jeunes joueurs et maintenant ils pensent à Quentin Merlin, un joueur tout simplement de l'équipe du FC Nantes. Officiel, Socrates, 35 ans, s'engage librement avec le Real Betis. Ancien défenseur par exemple de Arsenal, il était libre et du coup il a trouvé une équipe, il s'engage du côté du Betis Séville. Libre de tout contrat, 33 ans, Douglas Costa s'exprime sur ses options. J'adorerais revenir à la Juventus Turin, c'est mon rêve, je veux être un soldat pour Allegri. Mon agent est en contact avec tous les clubs intéressés dont la Juve et également en Arabie Saoudite. Donc voilà, concernant Costa actuellement il est libre, c'est vrai que ce joueur a joué du côté de la Juve, du côté du Bayern où je me souviens de lui, c'était un très très grand dribbleur, il tentait beaucoup de dribbles qui réussissait souvent, donc voilà,
il devrait revenir du côté de la Juventus Turin. On verra si la Juventus va écouter ou non. Et surtout, il est actuellement libre, donc c'est-à-dire qu'il arriverait gratuitement. L'AC Milan va à nouveau tenter de recruter Jonathan David cet hiver. Lille ne serait cependant pas vendeur. Après, s'il y a je sais rien, 60, 70, enfin peut-être pas, je pense pas qu'il vaut autant d'argent, mais voilà, 60 millions d'euros. Est-ce que Lille ne le vendrait pas? Ça, c'est pas sûr, on verra. Mais l'AC Milan souhaite vraiment, ils veulent avoir un nouveau numéro 9. Voilà, parce qu'en plus, simplement en Ligue des Champions, 3 matchs, aucun but inscrit par l'AC Milan. Donc ils veulent tout simplement l'attaquant lillois. Le Barça pourrait de nouveau être intéressé par Firmין Ruiz en vue de renforcer son entrejeu. Les Blaugrana avaient déjà tenté de recruter par 2 fois et pourraient de nouveau tenter leur chance si le milieu espagnol quittait la capitale. Et il y a des chances les gars qui quittent le Barça, qui quittent le PSG, pourquoi pas aller du côté du Barça. Donc Mundo Deportivo avance que Firmין Ruiz formerait un excellent tandem avec Frenkie de Jong et s'entendrait à merveille avec Pedri. En plus, ce serait un pivot. On sait qu'il y aurait le Roméo du côté du Barça, mais bon, le pivot, voilà, c'est pas ouf. Et pourquoi pas tenter le coup Firmין Ruiz, donc affaire à suivre. On va parler de ce joueur, bon, je ne sais pas s'il est connu, il est plutôt connu surtout sur TikTok les gars, donc officiel Louis Mikel Silla Aka LMS, donc il a dit comme ça sur TikTok les gars, signe son premier contrat pro à Al-Shabaab en Arabie Saoudite à 29 ans. Voilà, 29 ans les gars, premier contrat professionnel pour lui, on lui souhaite bien sûr bonne chance dans sa nouvelle carrière de footballeur professionnel. Depuis 1911, donc l'Athletic Bilbao ne déroge pas à sa règle de faire signer que des joueurs basques, c'est impossible par exemple qu'un joueur, je ne sais rien, argentin, qu'un joueur néerlandais signe du côté de Bilbao. Ils ont une façon de recruter, il faut que des joueurs basques, avec une population de 3 millions de personnes et une superficie de seulement 20 664 km². Le Pays Basque regorge de joueurs talentueux. Donc on peut voir voilà, tous les joueurs qui sont sortis, comme Iñaki Williams, Llorente, Simon, Herrera, Raúl Garcia ou même Laporte. Donc cette politique de recrutement a tout de même permis au club de remporter 8 fois la Liga, 23 Coupes d'Espagne et 3 Super Coupes d'Espagne. Donc voilà, c'est seulement des joueurs basques qui peuvent signer tout simplement l'équipe de Bilbao. C'est ça depuis plus de 100 ans les gars, depuis 1911. C'est pour ça qu'un jour par exemple Mbappé ne signera jamais tout simplement du côté de Bilbao parce qu'il est tout simplement pas basque. Aruna Sangarte, un joueur du Havre, dévoile que Amin Harit est l'adversaire qui l'impressionne le plus en Ligue 1. Donc il a dit dans toutes les équipes qu'on a joué jusqu'à présent, il y a à chaque fois un très bon joueur, voire plusieurs. Après honnêtement celui qui m'a le plus impressionné, je dirais que c'est Amin Harit, le joueur de l'OM, parce qu'il y avait eu un Marseille, le Havre, Marseille s'était imposé 3-0, il avait été très bon Amin Harit. Donc Harit, oui, avec ses dépassements de fonction, sa qualité de dernière passe et tout ce qui en suit, c'est un très bon joueur. Donc voilà, une magnifique déclaration de ce joueur du Havre sur le joueur marocain. Tiens, toujours du côté de Marseille, Gattuso est totalement fan du Vélodrome. Ça serait beau de revoir souvent ce qu'on a vu. J'aimerais voir plus de fraternité comme on l'a vu aujourd'hui. Donc là, il parle du match entre Marseille et l'AEK Athènes où les supporters est amis. Les supporters Marseille sont amis avec les supporters d'Athènes. C'est pour ça que le tifo, on peut voir d'un supporter de l'OM avec le supporter de Athènes avec les couleurs jaunes et noires. Donc l'ambiance est incroyable quand on joue dans un stade comme ça, cela te pousse. C'est une valeur ajoutée pour nous et je le rappelle toujours à mes joueurs. C'est vrai que c'est quasiment le 12e homme aussi, l'atmosphère, la ferveur qu'il y a du côté de Marseille. Et Jonathan Klaus tient sur Instagram et par rapport voilà, cette communion, cette ferveur du côté de Marseille. Donc il a mis mention spéciale pour cette ambiance hier soir. Donc c'était jeudi soir. Les images parlent d'elles-mêmes, respect, mixité, vivre ensemble. Toutes ces valeurs qui s'estompent au fil du temps, mais qui, quand elles refont surface, font du bien et redonnent le sourire. Le football est une fête, préservons-le. Donc voilà, bien sûr. C'est vrai que c'est plutôt rare quand même de voir deux publics, on va dire l'un contre l'autre lors d'une rencontre, alors qu'ils sont amis. Donc voilà, bien sûr, ce qu'il y avait du côté du Vélodrome, et toujours avec les magnifiques tifos, le magnifique tifo aussi des supporters de Genk. Donc c'était avant-hier, alors aussi d'un match de Coupe d'Europe face au Ferencváros. Regardez, c'était tout simplement Goku, enfin Vegeta, je ne sais plus c'est lequel, voilà, dans Dragon Ball Z. Donc voilà, magnifique bien sûr tifo. La police de Liverpool félicite les plus de 2400 supporters de Toulouse qui ont fait le long déplacement jusqu'à Liverpool pour aller soutenir Toulouse. Bon, Toulouse a perdu 5-1, on sait que Liverpool était tout simplement trop fort, on va pas se mentir. Et la police de Liverpool a félicité en gros les supporters de Toulouse, parce qu'il y a quand même plus de 2400 supporters. Toulouse, vous devriez être fiers de vos fans qui se sont comportés de manière impeccable aujourd'hui, donc jeudi. Dans le centre-ville de Liverpool, ils ont créé une atmosphère merveilleuse. Parce qu'il y avait beaucoup de supporters et il n'y a pas eu de casse, ils sont allés boire un coup, tout ça, ils ont fait, mais il n'y a pas eu de débordement, parce qu'on sait que des fois il y a des supporters quand ils vont dans une autre ville, ils cassent tout, voilà, ils font n'importe quoi. Donc là ils ont été très respectueux et la police tout simplement de Liverpool sur Twitter les gars, mais ils ont mis ce beau message sur les supporters toulousains.
Avec, tiens, on va parler d'autres supporters, les supporters de Lens, ce soir, Lens-Nantes 21h. Et contre Nantes ce soir, le Racing Club de Lens va connaître son 33e guichet fermé consécutif, toute compétition confondue à Bollaert. 33e match d'affilée où il n'y a plus de place à vendre. C'est vrai que Lens, il va falloir commencer à penser à pourquoi pas augmenter la capacité du stade. C'est totalement jouable quand on sait le stade de Lens. Dans les angles, il n'y a pas de tribune. Pourquoi pas essayer de mettre des places en plus, parce que je pense que ce serait encore à guichet fermé, même s'ils augmentaient encore de plus de 10 000 places leur stade. Qui se souvient du parcours héroïque de Calais en Coupe de France lors de la saison 99-2000, un petit rappel. Donc équipe évoluant en CFA, donc c'est la 4e division française. Donc elle bat d'abord Campagne et Hesdin, donc 10-0 devant 250 supporters pour le premier match. Les Calaisiens ont ensuite sorti Lille, une équipe de Ligue 2, Cannes, une autre équipe de Ligue 2, Strasbourg Ligue 1 et Bordeaux Ligue 1 ils étaient en finale avant de perdre en finale contre Nantes 2-1 devant plus de 78 717 spectateurs, incroyable. Donc ils avaient levé la coupe, on peut voir Michael Landreau qui était le capitaine de Nantes avec le capitaine de Calais, ils avaient levé la coupe ensemble, bien sûr la Coupe de France, ils avaient atteint comme la finale alors qu'ils jouent en CFA, c'était totalement incroyable. Ce week-end, n'oubliez pas que c'est un week-end de coupe de France. Bon, les équipes de Ligue 1, les gars, toujours pas engagées, ni de Ligue 2. C'est les équipes nationales actuellement qui sont encore engagées, on va dire, en Coupe de France. Les travaux d'agrandissement du stade de la Méno ont commencé ce jeudi. Tiens, on parlait, pourquoi pas d'agrandir le stade de Lens, mais du côté de Strasbourg, c'est officiel. Regardez, ils ont commencé à mettre la première brique pour augmenter la capacité. Donc, l'enceinte strasbourgeoise va passer de 26 000 à 32 000 places à l'été 2026. Voilà, vu que c'est augmentation tout simplement de la capacité. Ronaldo R9, donc il a dit le ballon d'or devrait revenir à Messi sans aucun doute. Ce qu'il a fait lors de la Coupe du Monde était spécial, ça m'a rappelé Pelé et Maradona. Voilà ce qu'a pu dire Ronaldo. N'oubliez pas qu'on est le 28, c'est le 30 octobre, donc après-demain c'est la cérémonie du ballon d'or, ça sera lundi soir. On le sait tous, ça sera Léo Messi, le grand vainqueur. Regardez, même Fabrizio Romano le confirme. Léo Messi va bien remporter lundi son 8e ballon d'or. Réaffirme, il a déjà affirmé il y a à peu près une semaine, il le réaffirme. On savait déjà, je me souviens plus, je vous l'avais dit les gars, il y a à peu près 2 semaines, les premières fuites, j'avais dit que voilà, c'était Messi, c'est bien Messi qui remportera ce ballon d'or. Et ça sera Didier Drogba qui donnera le ballon d'or à Léo Messi tout simplement lors de cette cérémonie. Et comparatif des statistiques des 3 grands favoris pour le ballon d'or, donc Messi, Haaland et Mbappé. Donc Messi les gars, PSG Inter Miami, c'est 71 matchs avec l'Argentine aussi, 52 buts, 30 passes décisives. On peut voir Haaland, c'est 74 matchs, donc c'est 81 buts et passes D, et Mbappé c'est 76 buts et passes D. Donc voilà, concernant le comparatif entre les 3, il y en a un qui a remporté la Ligue des Champions, il y en a un qui a remporté la Coupe du Monde, un autre qui a remporté peut-être la Ligue 1, mais bon, il a fini meilleur buteur du dernier mondial, tout ça. Donc voilà, ça devrait être Messi le premier, Haaland deuxième et Mbappé à la 3e position du futur ballon d'or. Pour Mbappé, ce serait son meilleur classement, je crois que son meilleur classement actuel, c'est une 4e position. C'était en 2018. Et toujours avec le ballon d'or, voici les trophées qui seront attribués à la cérémonie du ballon d'or dans quelques jours, donc après-demain. Donc il y aura bien sûr le ballon d'or, il y aura le ballon d'or féminin, il y aura le trophée Copa, le trophée Yashin, le trophée Socrates, le trophée Gerd Müller. Voilà, il y aura 8 distinctions tout simplement lors de cette cérémonie. On va parler d'un jeune supporter d'Aston Villa qui avait préparé une banderole pour Moussa Diaby, mais un stadier lui a confisqué et l'a même jeté. Apprenant cela, le Français a offert son maillot aux jeunes fans. Très beau geste, c'était lors du match d'Europa Conference League, c'était jeudi soir, donc très beau geste bien sûr de la part de Moussa Diaby qui lui a offert son maillot. Mikel Arteta à propos de Gabriel Jesus, les scanners montrent qu'il y a une blessure musculaire et nous pourrions le perdre encore quelques semaines. Ça c'est un gros coup dur bien sûr pour Arsenal qui n'a pas Gabriel Jesus qui devrait manquer les prochaines rencontres du côté de Arsenal. Aujourd'hui Arsenal Sheffield, il sera forfait bien sûr. Donc il y a lui et aussi Thomas Partey, le milieu de terrain, qui est également forfait pour plusieurs semaines. Et ça c'est un coup dur bien sûr du côté des Gunners. Lors des essais du El Neni FC, Martinelli, Jorginho et Cédric sont venus pour soutenir les joueurs. Plus de 100 joueurs se sont présentés à un essai pour tenter d'obtenir une place dans le club. C'est quoi ce club El Neni? J'en avais parlé pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, j'en avais parlé il y a quelques jours que le joueur d'Arsenal, Mohamed El Neni, a créé son propre club de foot en Angleterre, le El Neni FC. Le club est actuellement à la recherche de joueurs entre 16 et 25 ans. Il y a pour slogan, donc on peut voir le slogan, l'équipe pour affronter des grosses écuries anglaises aura l'occasion de jouer également à Dubaï. Certains entraînements et matchs seront supervisés par le joueur lui-même. Donc voilà, en gros il a créé son club et il y avait des essais là ces derniers jours. On peut voir par exemple que Martinelli, Jorginho et Cédric sont venus pour regarder les joueurs qui testent, qui font des essais pour rentrer tout simplement dans ce club créé par le joueur égyptien.
Christophe Galtier à Al-Duhaï, donc il a dit quand on affronte Cristiano Ronaldo, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Ce qu'il fait à 38 ans était extraordinaire, c'est le meilleur joueur du monde, donc il a dit ça, parce que là il y avait eu un match de Ligue des Champions asiatique entre son équipe de Al-Duhaï et l'équipe de Al-Nasser, l'équipe de Ronaldo. Il y a eu 4-3 pour l'équipe de CR7, il a dit ça à la fin du match, c'est le meilleur joueur du monde. Et Galtier au PSG, donc il y a quelques mois il disait, j'ai eu le privilège d'entraîner le meilleur joueur du monde en parlant de Messi, hein, donc voilà, pour lui le meilleur joueur, à chaque fois il dit soit c'est Messi, soit c'est Cristiano Ronaldo, donc voilà, concernant Galtier. Newcastle discute actuellement avec des avocats pour réduire le salaire de Sandro Tonali après sa suspension. N'oubliez pas qu'il touche comme 12 millions d'euros par an net, hein, à Newcastle. Le problème c'est qu'il ne va pas jouer pendant un an vu qu'il est suspendu pendant les 10 prochains mois, et du coup ils vont essayer de descendre son salaire, hein, voilà, logique, hein. En attendant, contrairement à Ivan Tonali, l'Italien pourra continuer de s'entraîner et de jouer des matchs à huis clos. Voilà, il n'y aura pas de souci, peut-être des matchs amicaux, il n'y aura pas de souci, s'entraîner il pourra, mais voilà, les matchs officiels, des matchs de Ligue des Champions de Première Ligue, pendant 10 mois il ne pourra pas jouer. Et concernant un autre joueur, Nicolo Zaniolo était aujourd'hui à Turin dans le bureau du procureur fédéral pour s'expliquer concernant l'affaire des paris illégaux. On sait déjà qu'il y a Fagioli suspendu 7 mois, Tonali suspendu 10 mois, et il y a Zaniolo aussi qui doit s'expliquer actuellement. Donc lui aussi les gars, si on a vu qu'il était dans des affaires un petit peu de paris illicites, il pourrait tout simplement lui aussi être suspendu. Evan Nilsson de Porto est le joueur de la semaine en Ligue des Champions après son exploit avec un triplé contre Antwerp, hein. Donc j'avais dit, il est rentré en plus à la mi-temps, il a marqué un triplé pour la victoire 4-1 de Porto à Antwerp. Donc c'est lui qui a été le meilleur joueur de cette semaine de la Ligue des Champions, mérité pour lui. Will Steele sur sa pépite Amir Richardson, un joueur marocain, donc il a dit qu'il doit muscler son jeu parce qu'il ressemble un peu à une longue frite du McDo, ce qui est un peu molle, mais ça il le sait, voilà, c'est de bonne guerre, hein. Donc voilà, il doit en gros prendre un petit peu de masse musculaire tout simplement, Amir Richardson, parce qu'il est plutôt grand puis plutôt fin, donc c'est pour ça qu'il compare à une longue frite du McDo. Manuel Neuer les gars, donc en conférence de presse hier, Thomas Tuchel a annoncé que Manuel Neuer sera titulaire aujourd'hui face à Darmstadt, et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. La dernière fois que le portier allemand a joué avec le Bayern, c'était avant sa fracture du tibia, il y a quasiment un an, c'était le 12 novembre 2022, parce qu'après il avait joué la Coupe du Monde avec l'Allemagne, puis après il s'était blessé parce qu'il avait fait du ski, il s'était blessé, voilà, tout simplement opéré. C'est pour ça que le Bayern avait recruté Yann Sommer, il voulait absolument un gardien, et du coup aujourd'hui il va faire son retour dans le 11 titulaire, Manuel Neuer. Léo Messi et Neymar étaient fans de Warren Zaïre au PSG, les deux Sud-Américains fans de sa fiabilité le choisissaient régulièrement pour disputer, on va dire, les petits jeux à l'entraînement, les matchs tout simplement, tout ça. Donc les deux Sud-Américains voulant s'entourer de compétiteurs. Donc voilà, quand c'était Messi ou Neymar qui faisaient les équipes, des fois des matchs d'entraînement du PSG, ils choisissaient souvent en premier le jeune Warren Zaïre. Et toujours avec lui, n'a pas laissé indifférent Didier Deschamps ces dernières semaines. En privé, le sélectionneur français ne tarissait pas d'éloges à l'égard du jeune Parisien qui pourrait être appelé en novembre prochain. S'il ne devrait pas être une menace pour Rabiot, Tchouaméni ou même Camavinga au milieu de terrain, Warren Zaïre serait une menace plutôt pour Fofana ou Camara. Voilà, que les deux, un des deux pourrait peut-être être enlevé, et du coup Warren Zaïre pourrait être peut-être à la place tout simplement de soit Fofana, soit Camara. C'est la belle image de la semaine des centaines de supporters de l'Atalanta Bergame qui s'étaient déplacés pour soutenir leur équipe face au Sturm Graz, hein, c'était en Coupe européenne. En Europa League, on fait dévier la route du cortège de bus de supporters avant d'arriver et ont pris le temps de rendre visite à leur ancien attaquant Josip Ilicic qui évolue maintenant à Maribor. Ilicic a souffert de graves dépressions parce que sa femme l'a trompé en 2020, puis arrêté de jouer au football et commence maintenant à se remettre sur pied. Vous vous souvenez que c'était un joueur à l'époque, hein, du côté de l'Atalanta, et du coup vu que les supporters de l'Atalanta allaient en Autriche, du coup ils ont fait un petit détour pour aller le voir les gars, tout simplement du côté de Maribor. Voilà, parce que bien sûr il avait marqué l'époque il y a quelques temps, hein, du côté de l'Atalanta. La FFF met le paquet pour que Kylian Mbappé participe aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Donc les déclarations de Philippe Diallo, président de la FFF, dans les colonnes du Parisien en témoignent, hein, parce qu'il s'agit des JO en France et de notre devoir de tout mettre en œuvre pour avoir les meilleurs joueurs. On a commencé à s'y atteler. Avec l'appui du football professionnel français, les présidents seront convaincus qu'ils participent à une mission d'intérêt général pour porter notre sélection nationale et faire en sorte qu'elle obtienne au moins une médaille, on espère de couleur or, hein. Donc Thierry Henry a même été plus ambitieux, il m'a dit quand on s'engage dans un tel tournoi c'est pour décrocher l'or, et surtout que c'est que ça en France les gars, ces JO, on se souvient le dernier JO, je crois qu'on avait éliminé des phases de pouce, ça avait été un flop, mais là vraiment sans France, voilà, il va falloir faire quelque chose, au moins avoir une médaille, et si possible la médaille d'or. Et on sait que Mbappé veut jouer absolument bien sûr ces JO. Là, les derniers JO en France les gars, c'était peut-être il y a plus de 100 ans, les prochains, je pense que la plupart les gars on sera plus là, donc voilà, c'est pour ça que l'équipe de France veut avoir vraiment une grosse équipe, hein, pour ces JO. N'oubliez pas que lors des derniers JO, il y avait beaucoup de clubs qui avaient refusé que les joueurs
jouent les JO parce qu'ils ne pouvaient plus jouer avec les clubs. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui laisseront bien sûr jouer les joueurs français s'ils sont convoqués par Thierry Henry. On revient les gars sur le but de Musiala contre le Bayern, contre Galatasaray plutôt, désolé. Donc on peut voir que le gardien a complètement pris de l'autre côté. Et Musiala les gars avec Neymar, donc le crack allemand a de bon goût. En gros il a fait la célébration tout simplement que Neymar faisait à l'époque du côté de Santos. Le but de Victor Boniface avec Leverkusen contre en Europa League. N'oubliez pas qu'il est déjà 12 matchs, 10 buts et 4 passes D, toutes compétitions confondues pour Victor Boniface. N'oubliez pas que c'est une recrue actuelle du côté du Bayer Leverkusen. La maison de Neymar à Bougival dans les Yvelines est disponible à la location. Regardez, plus de 780 mètres carrés. On peut voir qu'il y a 9 chambres, une piscine intérieure de 9 mètres sur 3,5 mètres. Un garage double pour 4 véhicules, une cave à vin. Mais bon, il va falloir payer quand même 20 000 € par mois parce que c'est de la location. Bien sûr, la maison de Neymar. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui à leur prime. Lequel était le plus fort? Soit Drogba, soit Karim Benzema. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour vous. Quel était le plus fort quand ils étaient au sommet, on va dire, de leur carrière respective. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.